chers amis, c'est très difficile de conclure, d'abord après ces deux interventions. L'intervention que j'ai entendue était belle, mais les deux dernières étaient des interventions de conclusion. Donc j'ai l'impression de rajouter quelque chose. Je voudrais simplement vous dire en commençant que je ne sais pas si vous mesurez combien vous êtes politiquement incorrect. Parce qu'en vous écoutant et en écoutant les diverses interventions et les propos, je me disais, j'avais tout le temps en arrière-fond cette formule très connue de Joseph de Maistre: la contre-révolution n'est pas une révolution contraire, c'est le contraire de la révolution. Et là, c'était vraiment le contraire absolu. C'est-à-dire que le mode de représentation et de ce contre quoi vous étiez n'était pas le monde que l'on voit dans les médias et tout, c'était complètement à côté. Et alors, celui qui est complètement à côté, et le plus à côté, monseigneur, alors là j'en étais vraiment ébloui, c'est quand vous nous avez raconté vos radis. Alors, parce que je pensais, j'avais dans la tête, je pensais à l'extraordinaire performance médiatique de start-up de M. Emmanuel Macron, avec son truc totalement vide. Enfin, c'était hallucinant, ce qu'on a vécu dans cette dernière campagne électorale. Et je pensais, à côté de ça, je me disais, il y a un prince de France qui est l'héritier des 43 rois qui ont fait la France et qui plante des radis avec son fils. Et qui dit à son fils, en plus, il dit à son fils, tu peux les planter, mais même si c'est pas complètement droit, alors que vous avez vu combien il était complètement droit dans le triangle maçonnique, c'était au Bordeaux. Là, on n'avait pas le droit d'avoir un minimum de différence. Et là, le prince Gaston, lui, il plante ses radis comme il peut, mais de toutes les façons, c'est comme ça que se fait une dynastie. Et je me disais quand même, ça fait plaisir, parce que je pense que si votre ancêtre, le bon roi Henri, eh bien, avait fait campagne électorale, il aurait apporté ce que vous avez apporté à Jean du Lyotard, c'est-à-dire la poule au pot. Hein. Vous en avez apporté deux, vous avez la chance. Mais avec des choses qui étaient vraiment extraordinairement concrètes, vraies, présentes, de chez nous. Et le bien commun, en définitive, c'est quand même, comme son nom l'indique, le bien que nous avons ensemble. C'est d'abord le bien, et ensuite c'est ce qui est commun. Et le bien, dans la philosophie la plus simple que vous avez esquissée, monseigneur, et je sais que vous la connaissez, le bien c'est d'abord l'être, puisque ce qui est par nature est bien, et que le mal n'est pas, le mal n'est qu'un manque d'être, un défaut d'être. Et donc, ce qui est, le bien c'est d'abord ce qui est, et puis ce qui est entre nous, et ce qui nous rassemble, et qui donc n'est pas quelque chose simplement de ce moment, ou même de ce qui arrivera dans quelques années, mais ce qui est depuis 1000 ans, depuis que la France a commencé à exister, et qui sera encore tant que la France existera. Donc c'est ça notre bien commun. Et notre bien commun, donc, il a besoin d'être d'abord évidemment connu entre nous, et vous l'avez développé et détaillé pendant toute cette après-midi. Il a besoin aussi d'être rassemblé et d'être incarné. Car ce dont nous souffrons vraiment le plus, et que vous nous avez bien combattu ici, c'est cette désincarnation. On dit souvent que nous avons maintenant des élites qui sont hors sol, comme nous avons des tomates qui sont hors sol, comme nous avons des légumes qui sont hors sol, comme nous avons, enfin tout est hors sol. Bon, c'est la grande mode, et le groupe intellectuel, la société de pensée qui a fait notre président actuel, c'est une société qui se glorifie d'être hors sol. Son sol, ce sont les tapis d'aéroport. Et puis comme ça, on se voit de temps en temps, on prend un petit déjeuner à New York, un apéritif à Pékin, et on finit la soirée à Madrid. Bon, et alors là, on est ravis. Bon. Et puis on sait plus ce que c'est que les distances, on sait plus ce que c'est que la vie, on sait plus ce que c'est que la famille, on sait plus ce que c'est que les enfants, on sait plus rien.
Et là, vous nous avez remis pendant toute l'après-midi dans cette réalité. Dans cette réalité qu'il faut maintenant faire connaître, d'abord connaître nous-mêmes, faire connaître, faire aimer, et peut-être ce qui, je ne sais pas ce qui nous manque, mais ce sur quoi il faut vraiment insister, parce que vous avez dit qu'à un moment, il faut que le couvercle de la marmite saute, et pour que le couvercle de la marmite saute, il faut que ça boue. Et pour que ça boue, il faut de la ferveur. Et pour que ça boue, il faut vraiment quelque chose. Il faut quelque chose, il faut une âme, il faut une flamme qui court, et autour de laquelle qui animera ce combat. Parce qu'en fait, nous entrons peut-être politiquement dans un temps, qui n'est pas nouveau, parce qu'on nous l'a fait à chaque élection, donc ça suffit. Hein, bon. Mais moi-même, j'ai fait, je me souviens, en 1981, le fait nouveau du socialisme au pouvoir. Bon, remarquez, je ne m'étais pas tellement trompé, parce que j'avais dit qu'ils arriveront à nous faire des mariages homosexuels. Moi, je me dis, t'es cinglé. En fait, ils sont arrivés. Donc, il y a quand même une logique des événements. Là, je pense qu'ils sont arrivés vraiment à la dégringolade, au néant des appareils politiques qui construisaient l'espèce de faux État qui est censé nous gouverner. Et donc, nous allons nous trouver de plus en plus, et peut-être assez vite, dans une espèce d'immense point d'interrogation, de savoir ce qui va se passer, non pas seulement dans tous les domaines de la France d'en bas, comme on dit, dans tous les domaines de la vie quotidienne, des familles et des cités, mais aussi au sommet. Parce que l'incomplétude au sommet dont a parlé M. Macron un jour, il était bien inspiré, il est aussi allé à Orléans pour la fête de Jeanne d'Arc, et pour dire en définitive Jeanne d'Arc, c'est moi, etc. Bon. Mais ce qui prouve qu'il y avait une volonté quand même de récupérer un peu tout ce qu'on pouvait récupérer. Mais tout ça, ce sont des réalités qui vont monter de plus en plus, qui vont éclater, et il faudra bien qu'à ce moment-là, il y ait en France, dans ce que sainte Jeanne d'Arc appelait le Saint Royaume de France, dont nous sommes les comptables, dont nous sommes les héritiers, dont vous êtes, Monseigneur, l'héritier avec un grand H. Eh bien, c'est là qu'il faudra bien que se dressent ceux qui pourront dire à la population totalement désorientée, oui, il y a une solution. Oui, il y a une ouverture. Oui, il y a, je ne sais pas si c'est une instauration ou une restauration, mais on dira, oui, il y a une possibilité de vivre en commun. Oui, il y a un bien en commun. Nous avons des biens en commun et nous pouvons les mettre ensemble. Et cette incarnation, et à ce moment-là, c'est une incarnation. Ce qu'il faut, c'est vraiment une incarnation. L'incarnation du bien qui est commun entre nous. Elle est très simple. Elle est donnée par l'histoire et par la nature. On ne va pas la chercher n'importe où, et elle va nous guider, et elle nous guide. Cette incarnation, excusez-moi de le dire, et ça me prendra un tout petit peu d'émotion, mais je suis quand même obligé de vous le dire, cette incarnation, Monseigneur, c'est vous. C'est vous, c'est votre famille. Et quand je dis c'est votre famille, on ne peut pas du électoral. Mais quand je dis c'est votre famille, je ne veux pas diminuer ce que vous êtes, mais je crois que c'est vraiment votre famille. Parce que ce qui est important dans notre temps, où on voit se développer ce qui paraît-il est le mal, je ne sais pas combien il y a de personnes de 40 ans ou 45 ans par ici, il paraît que c'est le mal de la génération des 40, 45, 50 ans d'aujourd'hui, c'est le narcissisme débridé. Pas forcément pervers, mais totalement débridé. Celui qui commence à 39 ans avec Emmanuel Macron et qui continue jusqu'à Laurent Fabius. Et donc, et même au-delà du gâtisme. Mais en fait, donc, c'est cette espèce de penser que, de toutes les façons, on ne travaille que pour soi. Et qu'il faut véritablement, au-delà même du fait d'être milliardaire, il faut arriver à être quelqu'un qu'on admire. La une de Paris Match, la une de l'Express, enfin la une qu'on voit partout. Et l'inverse de tout cela, l'inverse, le contraire de tout cela, c'est quand même le prince qui plante des radis avec son fils. L'inverse, c'est la famille. Et ce n'est plus l'individu, mais c'est la famille
qui par nature est commun et le bien commun contre l'individu, ou au-delà de l'individu qui est la négation du bien commun parce qu'il ne veut que lui. Et il n'y a plus de bien commun. Et donc il faut que cette famille ne soit pas seulement celle dont on dit et qu'on répète, c'est la cellule de base de la société, c'est vrai, mais qu'elle soit aussi la cellule mère de l'État. Et qui sera en même temps qu'elle est la cellule de base de la société. Et alors à ce moment-là, l'État et la société pourront se comprendre, puisque le rythme sera le même et que les soucis seront les mêmes. Quand un père de famille se demande comment son fils va grandir, comment il va travailler, que ce père de famille soit prince de France ou qu'il soit un simple paysan, il a les mêmes soucis. Il a les mêmes soucis, il a les mêmes inquiétudes, il a les mêmes espérances, il a les mêmes joies. Et c'est ainsi que se crée vraiment un lien, qui n'est pas un lien de passion, mais qui est un lien beaucoup plus fort, d'affection profonde, de respect et de compréhension, parce que nous sommes tous ensemble dans un bien qui est commun et qui ressemble à ce qui est au-delà même du bien commun et que le dogme pur et simple de la religion catholique appelle la communion des saints. Nous sommes à ce moment-là dans quelque chose qui dépasse notre univers de cette terre, qui rejoint l'univers céleste, où sont nos pères, nos grands-pères, où nous serons bientôt, où nous suivrons tous, et où l'ascension totale du royaume de la terre se fera dans le royaume céleste. Et c'est à ce moment-là que le sens que Jeanne donnait à ces mots quand elle disait qu'elle se battait pour le saint royaume de France, prend véritablement sa signification en plénitude. Alors si nous avons cette foi qui est une foi surnaturelle, qui est un don surnaturel, et une grâce surnaturelle, et qui est en même temps une foi temporelle, une décision temporelle, une volonté de combattre, et qui ne dissocie pas les deux, et qui ne nous fait pas des gens qui nous disent « Ah, comme j'en ai reçu tellement avant les élections, prions pour la France. » Oui, d'accord, il faut le temps qu'on prie. Enfin, les élections, c'est pas la prière, on met un bulletin de vote et on en met un ou on en met l'autre, et puis c'est tout. C'est tout. Et puis ça ne sert à rien, d'accord. Enfin, bon. Mais donc c'est une action. Et si nous voulons vraiment que ce saint royaume, non seulement qu'il continue, parce qu'il est là, il existe, vous êtes là. Il y a 48 heures, j'étais à Toulouse à une réunion où on m'avait invité pour parler de Jeanne d'Arc, évidemment, et c'était pareil. Ils étaient à peu près aussi nombreux, je leur ai dit, vous êtes le Saint-Royaume. 8 jours avant, j'étais à Vannes, je leur ai dit, vous êtes le Saint-Royaume. Le Saint-Royaume, il est là, il vit en France, et puis il y en a beaucoup que je n'ai pas vu, qui sont le Saint-Royaume. Nous sommes tous le Saint-Royaume, même ceux qui ne le savent pas. Et simplement, comme dans toute histoire, comme dans tout mouvement d'histoire, il y en a quelques-uns, les quelques-uns, qui eux le savent, qui sont ce que, excusez l'auteur de la citation, qui sont ce que Lénine appelait les révolutionnaires conscients et organisés. Enlevez le révolutionnaire, mettez les patriotes conscients, les Français conscients et organisés, ceux-là le savent. Et ceux-là qui le savent ont à le dire aux autres. En fait, nous n'avons qu'une chose à faire, c'est apporter aux autres une bonne nouvelle. La bonne nouvelle d'un royaume qui existe, qui est là, qui est notre bien commun, et qui ne demande qu'à grandir. Et si on nous dit quelle est votre espérance politique, qui cherchez-vous? Quel est l'homme providentiel que vous cherchez? Où va-t-on le chercher? On n'a pas besoin de le chercher. Il est donné. Et c'est toute la différence. Il est donné. Et pardonnez-moi, Monseigneur, je vais parler peut-être un peu brutalement, mais puisque vous avez dit tout à l'heure, nous sommes une génération décomplexée, on dit les choses telles qu'elles sont. Il est donné tel qu'il est. Il est donné tel qu'il est. Et non pas tel que, on dit, ah, mais il faudrait un peu, excuse-moi, lui tirer les trucs de machin, pour en faire, la figure de mode telle qu'il faudrait. Mais non. Il est la chance, l'immense chance, l'immense grâce que nous avons, c'est de savoir que nos princes, notre famille royale, et nous est donnée telle qu'elle est, et nous est simplement demandé de la servir telle qu'elle est. C'est ce que Boutang appelait la métanoïa, la véritable conversion. Passer de celui qu'on a choisi
dont on veut absolument être le maître. Pourquoi veut-on les lire? Parce qu'on veut être le maître. On veut pouvoir se dire, c'est un peu moi qui ai fait. Vouloir passer de cette espèce de folie prométhéenne à quelque chose d'infiniment plus simple, d'infiniment plus paisible, d'infiniment plus tranquille et plus doux, il nous est donné et on rend grâce au ciel qu'il nous soit donné. Si nous prenons cette disposition d'esprit et de cœur, je vous le dis avec une certaine, comment dire, pas inquiétude, mais avec une certaine tension, parce que moi qui ne suis pas né dans un milieu royaliste, moi qu'on appelait quand j'étais enfant le petit Jacques le républicain, donc j'avais le tempérament républicain. L'une de mes grandes surprises en fréquentant le monde que vous représentez, que vous incarnez, et que j'admire beaucoup, a été de trouver qu'il y avait énormément de mentalité démocratique chez les royalistes. Qu'il y avait énormément de sentiments et d'envie qui consistaient à dire « oui, mais on voudrait que ça soit ce prince et pas un autre, que ce prince soit plutôt comme ça, qu'il soit plutôt comme ci, qu'il soit plutôt comme ça. » Je dis « mais enfin, il est donné. » Est-ce que vous pensez que quand Jeanne est arrivée à Chinon et qu'elle a mis le genou en terre devant Charles VII, elle s'est dit « oh, mais j'aurais préféré qu'il fût de... » Elle a mis... parce qu'il y avait quand même... Elle avait rencontré avant le beau-duc. Peut-être qu'elle se serait dit « oh, on aurait pu être celui-là. » Bon. Non, elle n'a pas un instant hésité. Elle était envoyée à celui-là, et c'est celui-là dont elle dit jusqu'à la veille du bûcher, quand les juges l'interrogeaient et il disait le plus grand mal de son roi, c'est le plus fier chrétien qui soit. Jusqu'au bout. Elle a été jusqu'au bout la servante de celui pour lequel elle avait été appelée, et qui d'ailleurs est resté dans l'histoire comme Charles VII, le bien servi. Donc voyez-vous, notre vie est complètement à l'opposé de celle que nous avons vue se déployer jusqu'à la nausée pendant les temps qui viennent. Nous sommes des serviteurs. Nous sommes des serviteurs, et nous sommes des serviteurs parce que celui dont nous sommes le serviteur, nous savons qu'il est lui-même le serviteur de notre pays et le serviteur de notre nation. Et qu'à partir de ce moment-là, nos biens nous sont communs et nous avançons ensemble dans cette paix, dans cette tranquillité, dans cette ferveur et aussi dans cette résolution. Parce que ce qui nous est demandé, ce n'est pas seulement de servir, ce qui nous est demandé, c'est de vaincre. Demain, nous allons fêter Sainte Jeanne d'Arc. La caractéristique propre de Jeanne d'Arc, dans l'histoire même de la sainteté, l'histoire de la sainteté française, c'est le goût de la victoire. C'est le sens de la victoire. Victoire militaire, victoire politique, et même victoire judiciaire, puisque quand elle demande à ses voix ce qui va lui arriver, ses voix lui disent « Jeanne, tu seras libérée par grande victoire ». Et même lorsqu'elle va au bûcher, elle sait à ce moment-là que c'est là sa grande victoire, et quand nous recevons 5 siècles après son message, à travers les livres de son procès, nous savons que là était vraiment sa victoire, puisque maintenant elle domine, et que, comme l'a dit Jean Guiton dans des mots que je vous ai déjà cités, mais que je cite encore une fois, parce qu'elles me paraissent absolument décisifs pour ce que nous avons à faire. Ces diverses Frances souffrent en grande partie parce qu'elles sont séparées l'une de l'autre. Les France d'aujourd'hui, il parlait en 1943, c'est les mêmes. Et le jour où elles se retrouveront, elles se reconnaîtront assez vite. Encore faudrait-il un centre de pureté et de vérité autour duquel les énergies latentes viennent se grouper. Il faudra peu, mais ce peu sera tout. Un souffle. Vous voyez, il faudra peu, mais ce peu sera tout. Et il faut qu'on l'ait. Un souffle, une lumière, une doctrine, une direction, une voix venue du fond de la conscience de la France et qui aille au-delà du présent. En somme, il faudrait l'analogue de ce que Jeanne fut. Mes amis, si nous avons cette même ferveur, si nous avons cette même décision, si nous avons cette même volonté
et cette tranquille assurance. Parce que celui que nous servons n'est pas une machine à gagner les élections. Ce n'est pas une machine à faire des médias et de la communication. C'est un père de famille qui apprend à son fils, qui est l'héritier des rois de France, à planter les radis comme il faut. Et ça, c'est toute la France. Merci.